Bonjour, bienvenue au nom de Ethica, d'Attaque Luxembourg et de l'Altrimenti pour cette conférence lunch consacrée à un sujet qui nous intéresse vraiment, aussi bien à Attaque qu'à Ethica, qui est la question qui nous tarabuse depuis tellement longtemps, de relier tout ce qu'on raconte, si vous nous suivez depuis longtemps, aussi bien en conférence qu'en film, qu'en workshops, sur la question financière, et l'autre question qui consiste à la transformation sociale. Donc en clair, comment des personnes qui sont de milieux aussi divers que des militants syndicaux, des militants pour les droits humains, des militants pour une écologie plus réaliste, ou en tout cas pour une transformation de la fin des énergies fossiles, etc. Pourquoi tous ces militants d'horizons aussi divers doivent s'intéresser à ce qui se passe dans les marchés financiers, et pourquoi cette question est devenue centrale. Et donc là, dans cette optique-là, on est très heureux de recevoir Michel Feher, qui est un philosophe. Donc déjà, on est content de recevoir des philosophes, parce que généralement, on reçoit toujours des économistes ou éventuellement des sociologues ou des anthropologues, mais un philosophe qui a étudié l'économie. Et donc là, ça devient d'autant plus intéressant, parce qu'on va pouvoir avoir une vision, justement, qui sort du cadre strict des disciplines qu'on a l'habitude de voir ici, pour pouvoir traiter les marchés financiers sous un angle de transformation sociale. Voilà. Et vous allez voir que son propos est vraiment différent, y compris d'autres personnes qui sont généralement connues dans le milieu altermondialiste pour critiquer les marchés financiers. Donc, sans plus attendre, je lui cède la parole, et je rappelle que donc on aura bien sûr une séance réservée aux questions-réponses. Je vous demanderai d'attendre cette séquence-là pour faire circuler le micro dans la salle, de façon à ce que l'enregistrement se passe dans de bonnes conditions, puisque la vidéo sera ensuite mise en ligne pour que tout le monde, y compris les personnes qui n'ont pas pu participer à cette conférence, puissent en profiter. Et donc, bien sûr, à l'issue de cette conférence et des questions-réponses, il y aura une séance de dédicace donc, du dernier ouvrage de M. Feher. Voilà. Sans plus attendre, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Merci pour cette généreuse présentation. Alors, il paraît que je suis philosophe, j'espère que ça va se voir. Je vais essayer, mais pas que. Donc, effectivement, je vais vous présenter un petit peu ce qu'il y a dans ce livre, et ce que j'essaye de faire depuis un petit temps, et qui a effectivement à voir et avec la finance et la financiarisation d'un côté, et avec la question sociale de l'autre. Alors, dans le livre que j'ai écrit, là, qui est paru il y a quelques mois, il y avait, disons, deux questions. Ça gravitait autour de deux questions. La première est la suivante, c'est que si chacun s'accorde, enfin beaucoup s'accordent sur l'idée que le capitalisme s'est profondément transformé depuis les années 80, qu'on est dans un régime véritablement différent du régime fordiste qu'on a pu connaître dans l'après-guerre et jusqu'au début des années 80, il y a deux angles principaux dans la critique de ce nouveau régime, et l'articulation entre ces deux angles ne me semble pas toujours bien pensée. Un premier angle, un premier axe de la critique, c'est le néolibéralisme. Depuis 20-30 ans, on est sous un régime néolibéral. Et le néolibéralisme, c'est essentiellement un mode de gouvernement. Un mode de gouvernement qui a été théorisé, même si eux-mêmes ne s'appelaient pas néolibéraux, qui a été théorisé par des gens dès la fin des années 40, qui s'étaient rassemblés dans une société qui s'appelle la Société du Mont Pèlerin, et on trouvait des gens comme Frédéric Hayek, comme Milton Friedman et les économistes de l'école de Chicago, et les ordolibéraux allemands, qui, eux, étaient les seuls à être un petit peu au pouvoir à ce moment-là. Et tous ces gens-là, après avoir été longuement dans l'opposition, sont arrivés au pouvoir comme conseillers du prince, d'abord avec l'élection de Margaret Thatcher, puis celle de Ronald Reagan, et puis leur mode de gouvernement s'est, comme vous savez, étendu à la planète, en tout cas à l'ensemble des pays développés. Donc ça, c'est le néolibéralisme comme mode de gouvernement particulier. Mais un autre angle de critique, c'est l'émergence du capitalisme financier, ou plus exactement l'hégémonie
du capitalisme financier et plus généralement ce qu'on pourrait appeler la financiarisation du capitalisme, qui est à peu près contemporaine de l'émergence du mode de gouvernement néolibéral. Alors, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ça s'articule de façon harmonieuse ou pas? C'est assez intéressant parce que on a deux cas de figure. Ou bien les critiques qui s'occupent de néolibéralisme d'un côté et de financiarisation de l'autre ne se rencontrent pas. Il y a pas mal de livres de critiques de la financiarisation qui ne parlent pas de néolibéralisme et pas mal de livres de critiques du néolibéralisme qui ne parlent pas ou peu de financiarisation. Ou bien au contraire, on estime que c'est la même chose, que la financiarisation est l'enfant du néolibéralisme. La financiarisation, elle ne désigne pas un mode de gouvernement, mais je dirais un régime d'accumulation du capital. Donc ce n'est pas exactement la même chose, mais la question est de savoir si ça s'articule de façon parfaite. Vous prenez par exemple, c'est très intéressant, vous prenez par exemple un livre qui était un livre important dans la critique du néolibéralisme, qui était le livre de Pierre Dardot et Christian Laval, qui s'appelait « La nouvelle raison du monde ». Et ce livre-là, écrit il y a une dizaine d'années maintenant, qui s'attachait au néolibéralisme, ne parlait pas du tout de finance ou de financiarisation. Et pour de bonnes raisons, parce que ce livre s'attachait essentiellement à analyser, à critiquer des gens comme Hayek, Friedman et les ordolibéraux, qui eux-mêmes parlent très peu de finance. En même temps, enfin, pas en même temps, d'abord, il ne faut pas dire en même temps depuis que Macron est au pouvoir, quelques années plus tard, les mêmes Dardot et Laval écrivent un autre livre qui s'appelle « Ce cauchemar qui n'en finit pas ». Donc, le cauchemar, en l'occurrence, c'est le néolibéralisme. Et là, ils ne parlent que de financiarisation, comme étant l'enfant naturel, si je puis dire, du néolibéralisme. Donc, il y a là un hiatus intéressant, et c'est ce que je voulais explorer. Donc ça, c'était un des angles. L'autre angle, c'était, toujours continuant sur la financiarisation du capitalisme, c'était de m'interroger sur ses implications au niveau de la question sociale, c'est-à-dire des conflits sociaux que ce capitalisme financiarisé engendre, et de l'axe de ce qui serait la résistance à ce capitalisme financiarisé. Parce que là aussi, ce qui me gêne un petit peu, ou en tout cas avec quoi j'ai quelques désaccords, c'est l'idée que la financiarisation du capitalisme est critiquée comme étant cause d'une détérioration des conditions sociales, mais aussi des conditions environnementales, une espèce d'une part, de creusement des inégalités sans précédent, d'autre part, de ponction absolument terrible des ressources financières qui iraient vers la spéculation au lieu d'aller dans l'économie réelle. Bref, une critique très forte, très fondée, très radicale, en particulier depuis 2007, 2008 et depuis la crise. Mais il me semble que l'horizon de ces critiques est toujours de l'ordre d'un espèce de retour en arrière. Ce système, dit-on, est non seulement monstrueux, mais il est insoutenable et il est fondé sur le court-termisme, ce qui veut dire qu'il ne peut pas durer longtemps. Alors que pourtant, le court terme peut durer longtemps. Et par conséquent, le premier pas d'une victoire contre ce capitalisme financiarisé consisterait à éliminer cette monstruosité pour arriver à quoi? Un espèce de retour au capitalisme d'avant. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans les mouvements sociaux, dans la critique intellectuelle de ce capitalisme financiarisé, qui fait du premier horizon à atteindre un espèce de retour, je dirais, à 1979, en gros. C'est-à-dire à la fin du capitalisme fordiste, au retour des politiques keynésiennes fondées sur l'État-nation, etc. Or ça me semble également problématique. Ça me semble problématique, je dirais,
fondée au fond sur une certaine lecture de la critique marxiste. En effet, lorsque Marx développe sa critique du capitalisme, il montre qu'effectivement, le capitalisme, l'exploitation capitaliste se fonde sur la marchandisation du travail. Elle se fonde même sur la constitution d'un nouveau type, d'un nouveau sujet, qui est le travailleur libre. Et le travailleur libre est constitué comme étant un commerçant qui possède une marchandise, une seule, qui est sa force de travail, et qui essaye de la vendre au meilleur prix. Or, dit Marx, je m'excuse de faire ce cours de marxisme pour débutants, or, dit Marx, ça c'est le fond même de l'exploitation capitaliste, puisque l'exploitation capitaliste repose sur la différence entre la valeur qui a été créée par le travail du travailleur et le prix auquel il est payé, son salaire donc, qui lui représente la valeur de marché, le prix du marché d'une marchandise appelée force de travail. Et donc ça, c'est, si vous voulez, le fondement de l'exploitation capitaliste. Or, que je sache, à partir de cela, l'objectif de la critique marxiste n'est pas le retour à avant, n'est pas le retour aux guildes, aux corporations, aux paysans libres et à l'artisanat. Il s'agit au contraire de s'emparer de cette nouvelle condition de travailleur libre, c'est-à-dire de vendeur de sa force de travail au meilleur prix, qui est la condition à la fois de l'aliénation et de l'exploitation du travailleur, de s'en emparer, de se l'approprier pour en tirer autre chose. Autre chose qui est précisément la contestation de ce régime capitaliste pour créer non pas un espèce de retour en arrière, mais un nouveau régime qui sera le socialisme, le communisme, etc. Or, il me semble que pour ce qui est de l'avènement du capitalisme financiarisé, on est véritablement dans un changement de régime, dans un nouveau régime. On n'est pas dans une espèce d'excroissance monstrueuse qu'il faudrait d'abord évacuer pour revenir à la lutte des classes telle qu'on la connaissait avant la financiarisation. Il me semble qu'avec la financiarisation, un changement radical s'est produit, ce qui veut dire qu'on n'est plus devant le même sujet qu'à l'époque du capitalisme industriel, ce qui veut dire qu'il s'agit de s'approprier le nouveau sujet qui a été créé pour en tirer autre chose. Bon, jusque-là, c'est abstrait, mais j'essaie d'avancer. Comme je ne veux pas parler 3 heures, si vous voulez, on peut reprendre la question néolibéralisme, financiarisation dans les questions, mais je ne vais pas beaucoup m'en occuper ici, je vais surtout développer ce second point, parce que c'est, je crois, ce qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire l'aspect finance d'un côté et question sociale de l'autre. Donc, venons-en à ce nouveau sujet. Et pour ça, revenons brièvement sur qu'est-ce qu'on entend par financiarisation. Il y a plusieurs manières de mesurer l'hégémonie du capitalisme financier ou la financiarisation du capitalisme. La première, c'est la croissance du secteur financier par rapport aux autres secteurs économiques. La deuxième, c'est l'importance des profits financiers, donc des profits de ce secteur financier, l'importance de la croissance des profits de ce secteur financier par rapport aux profits des autres secteurs. La troisième, peut-être plus importante encore, c'est l'évolution du rapport entre les revenus financiers des entreprises non financières et leur cash flow commercial. C'est-à-dire, pour le dire platement, quelle part d'argent, quelle part de profit est fait par la spéculation ou par les investissements financiers dans les entreprises non financières et quelle part revient à la vente des marchandises qu'elles produisent. Et avec toutes ces mesures, avec tous ces critères, on arrive effectivement à mesurer, ou en tout cas à accréditer l'idée qu'il y a bien eu une financiarisation du capitalisme. Et tout ça va vers quoi? Vers ce qui est le plus grand reproche qui est fait à ce capitalisme financiarisé, c'est cette idée qu'il y a une espèce de fuite des ressources, une fuite des ressources financières qui, à la place de s'investir dans l'économie réelle, demeure dans les cercles spéculatifs
de la finance. Bien, tout ça est exact, mais il me semble que ça cache peut-être, en tout cas ça masque peut-être, ce qui est le pouvoir essentiel de la finance, ou pour les appeler par leur nom, des investisseurs, au sens large du terme. C'est que, plus encore que de ponctionner des ressources de l'économie réelle pour les amener dans le ciel spéculatif de la finance, ce que font les investisseurs, le pouvoir des investisseurs, c'est, et c'est, je dirais, l'envers de ce que je viens de dire, ou le revers de ce que je viens de dire, c'est la possibilité de choisir ce qui mérite d'être produit dans la production réelle. L'essentiel du pouvoir de l'investisseur, c'est un pouvoir de sélection. C'est sélectionner les initiatives qui méritent d'être entreprises. C'est sélectionner les initiatives qui méritent d'être menées à bien. Alors vous me direz, des investisseurs, il en existait avant 1979, si on fait de 1980, si on fait de l'arrivée de Reagan-Thatcher le moment de bascule. Oui, sauf que jusque-là, le capitalisme gravitait essentiellement autour d'un autre type d'acteur qui n'est pas l'investisseur, mais qui est l'employeur, et en particulier les gros employeurs qui étaient les entreprises industrielles, fordistes, transnationales, qui étaient les multinationales, comme on disait à l'époque, et qu'on dit d'ailleurs toujours, et qui étaient le cœur du système capitaliste international. Là, il y a eu un déplacement depuis ces entreprises transnationales vers les marchés et les institutions financières. Or, ce déplacement du centre de gravité du capitalisme s'accompagne d'un déplacement de, je dirais, de l'acteur principal, du protagoniste, de là où est le centre du pouvoir du système capitaliste, et on passe donc du pouvoir de l'employeur au pouvoir de l'investisseur. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'employeurs, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des investisseurs qui sont aussi des employeurs, et des employeurs qui sont aussi des investisseurs, mais du point de vue de la fonction, la financiarisation du capitalisme marque une espèce de, comment dire, un auteur dont je m'inspire qui s'appelle Gerald Davis parle de révolution copernicienne, c'est-à-dire une espèce de basculement du centre de gravité du capitalisme, de l'entreprise transnationale et de ses employeurs vers les marchés financiers et donc les investisseurs. Or, je disais, l'investisseur, son pouvoir essentiel est un pouvoir de sélection. Il sélectionne ce qui mérite d'être produit. En revanche, qu'est-ce que fait l'employeur, en tout cas dans la vision, je dirais, marxiste de l'employeur comme employeur capitaliste, donc exploiteur? Ce que fait l'employeur, il s'approprie une part de ce qui a été produit. Donc d'un côté, il y a l'investisseur qui choisit ce qui mérite d'être produit. De l'autre côté, il y a l'employeur qui s'accapare une part de la plus-value, disait Marx, c'est-à-dire qui s'accapare une part de ce qui a été produit aux dépens de qui? Aux dépens des employés, donc des employés, des travailleurs qui l'ont produit. Bien. Donc, pouvoir d'extorsion du côté de l'employeur, pouvoir de sélection du côté de l'investisseur. Ça, c'est une chose. Mais il y a un deuxième aspect qui est comment se constitue ce pouvoir. Ce pouvoir se constitue, ou ce pouvoir s'exerce plus exactement, en constituant l'acteur sur lequel il s'exerce. Je veux dire, pour l'employeur, encore une fois, je reprends ma critique marxiste toute simple, pour l'employeur, l'exploitation, l'extorsion se fait en constituant les travailleurs en travailleurs libres, en employés, c'est-à-dire en commerçants, en force de travail. D'accord ? C'est grâce à la constitution de l'employé en propriétaire de sa force de travail que l'exploitation peut avoir lieu. Et en plus, ça a l'avantage de s'opérer, comme disaient les marxistes jadis, dans un climat d'égalité formelle,
puisqu'après tout, l'employeur et l'employé sont tous les deux des commerçants qui essayent de vendre au meilleur prix et d'acheter au meilleur coût ce dont ils ont besoin. L'employeur achète de la force de travail au vendeur de force de travail qu'est le travailleur achète les marchandises produites par le capitaliste, et tout ça signifie donc que tout ça se passe sur des marchés, marché du travail d'un côté, marché des biens et services de l'autre côté, qui sont des marchés équivalents en droit, et qui fait que tout le monde est bien égal dans cette affaire, puisque tout le monde essaye de vendre ce qu'il possède au meilleur prix. Bon. Donc c'est fondé sur cette espèce d'anthropologie, on peut le dire comme ça, non seulement un support légal, mais une anthropologie qui fait que nous sommes tous des commerçants essayant de vendre au meilleur prix ce que nous possédons. Certains d'entre nous ont l'avantage d'avoir du capital, ce qui leur permet de vendre des marchandises autres que la force de travail, d'autres n'ont que leur force de travail, et donc c'est ce qu'ils vendent, mais nous sommes tous dans un état d'égalité formelle en tant que commerçants. Bien. Ce qui veut dire que les capitalistes, les employeurs, ne voient que des commerçants, si je puis dire. Les investisseurs, c'est autre chose. Un investisseur ne voit pas de commerçants en face de lui. Un investisseur ne voit rien d'autre que des projets en quête d'investissement. Une entreprise, mais aussi un État qui essaie de financer sa dette publique, mais aussi un individu qui essaye d'emprunter, sont des projets dont il s'agit d'évaluer la valeur pour savoir s'ils méritent d'être investis, si je puis dire. Ce qui veut dire qu'on a un nouveau couple qui apparaît, qui n'est plus le couple employeur-employé, mais, comme j'essaie de le dire, investisseur-investi, ou plus exactement, le couple entre l'investisseur et le projet en quête d'investissement. D'accord ? Ce qui veut dire que le pouvoir de l'investisseur, c'est la possibilité de choisir quel projet mérite investissement. Et ça, c'est ce nouveau rapport. Bon. Et donc, la question que je me pose, je vais faire un petit détour avant d'arriver à un début de réponse, mais la question que je me pose, c'est de quoi est-ce que ce projet en quête d'investissement est-il capable en termes de résistance au pouvoir des investisseurs ? Parce que si effectivement l'employeur et l'employé forment un couple différent du couple investisseur-investi, si ce qui les relie, ce n'est pas le même rapport de pouvoir, extorsion d'un côté, sélection de l'autre, ça veut aussi dire que la lutte de l'investi contre l'investisseur ne va pas forcément ressembler à la lutte de l'employé contre l'employeur. Et donc, c'est vers ça que je veux m'approcher. Ce que je veux dire, c'est ceci. C'est que, je vous donne déjà au fond un élément de réponse, mais je repasserai dessus. La lutte entre l'employeur et l'employé est essentiellement une lutte pour le partage du produit. Elle est une lutte pour savoir qui, du travailleur ou de l'employeur, récoltera les revenus du procès de travail. D'accord ? Et donc la lutte se joue là. Elle se joue autour du revenu, autour de la répartition, de la distribution des revenus. Je dirais que la lutte entre l'investisseur et l'investi ne se joue pas autour de la distribution des revenus, mais se joue autour de la valeur du capital, plus exactement du projet comme capital. Ce qui se joue entre l'investisseur et l'investi, ce n'est pas qui va avoir la part du projet réalisé, mais quel projet va recevoir le crédit suffisant pour être réalisé. Donc la lutte n'est plus une lutte pour la distribution des profits ou la répartition des profits, mais est une lutte pour l'allocation du crédit. La question ultime, c'est de savoir quel projet mérite crédit. Donc, non plus un combat contre l'exploitation, mais je dirais un combat pour ou autour de l'accréditation. Ce qui me semble très différent. Bon. Alors, pour y voir plus clair, d'abord,
voir un peu historiquement ce que ça implique. Parce que je le disais au début, la financiarisation ne constitue pas seulement les travailleurs précarisés en investi. La financiarisation constitue, au fond, pratiquement tous les acteurs sociaux en investi. C'est-à-dire une entreprise, un État, un individu, sous la coupe du capitalisme financier, sont tous des projets en quête d'investissement. Et donc des projets en quête de crédit. Alors comment ça s'est passé ? Comment on en est arrivé là ? Très schématiquement, on peut en faire l'histoire suivante. Tout commence, si je puis dire, à la fin des années 60, début des années 70, avec précisément la crise du grand modèle fordiste précédent. Cette crise, qui se manifeste notamment par l'inflation, elle est due à quoi ? Elle est due, ou plus exactement, elle s'exprime comme le système d'un certain mode de gouvernement ou de gouvernance, au niveau des entreprises comme au niveau des États. Au niveau des États, l'art de gouverner dans l'époque d'après-guerre, dans les 30 Glorieuses, si vous voulez, l'art de gouverner du gouvernement, c'est quoi ? C'est essentiellement un art d'arriver à un compromis entre les classes possédantes et les classes salariales. Les classes salariées, plus exactement. Il s'agit de donner suffisamment de possibilités de rémunération du capital aux classes possédantes pour qu'il n'y ait pas de révolte de ce côté-là, et il s'agit de donner suffisamment d'augmentation de salaire aux salariés pour qu'il n'y ait pas de grève et de révolte de ce côté-là. Donc arriver à maintenir la paix sociale en trouvant une espèce de compromis entre ces deux classes. Mais surtout, de leur expliquer aux uns et aux autres qu'il ne faut pas être trop gourmand tout de suite, parce que l'essentiel, c'est la croissance, et que si vous voulez avoir encore plus de salaire demain et plus de dividendes demain, eh bien, il faut réinvestir aujourd'hui, et par conséquent, il ne faut pas être trop gourmand tout de suite. Ça, c'est cette espèce d'art de gouverner, de compromis des 30 Glorieuses, qui se retrouve dans la gouvernance, qu'on n'appelait pas encore gouvernance à l'époque, dans le managériat d'entreprise. De même, les managers, les chefs d'entreprise, essentiellement, doivent convaincre leurs salariés d'un côté, leurs actionnaires de l'autre, de ne pas être trop gourmands pour que l'entreprise puisse réinvestir, s'agrandir et s'agrandir sans cesse. La croissance, pour l'entreprise aussi, est le véritable objectif. En même temps, il ne faut pas trop les priver non plus, parce que sinon, les actionnaires vont retirer leurs capitaux et les salariés vont se mettre en grève. Donc ça, c'est ce modèle de compromis dont je disais tout à l'heure qu'il est un peu l'horizon des luttes aujourd'hui, ce qui m'inquiète un peu. Ce compromis était le fond de l'art de gouverner, aussi bien au niveau entrepreneurial qu'au niveau gouvernemental, jusque dans les années 70. La crise vient alors. Elle vient alors pour beaucoup de raisons, que je ne vais pas développer ici, parce que sinon on en a vraiment pour des heures. Mais il y a notamment une raison qui me semble importante, et qui explique pourquoi je suis inquiet de l'idée que l'horizon des luttes serait le retour à ce statu quo ante-là. C'est le fait que la première grande crise du système fordiste, elle vient du fait que les femmes, les minorités, les migrants plus ou moins forcés à l'époque venus des anciens pays coloniaux vont aussi vouloir participer à l'État-providence, vont aussi vouloir participer à cette espèce de compromis social. Et là, il va y avoir ce que David Graeber appelle bien une crise d'inclusion de ce modèle, c'est que ça, c'est trop demandé. Ce qui veut dire que, d'une certaine façon, cet État-providence qui arrache tant de larmes de nostalgie aujourd'hui, il était quand même fondamentalement fondé sur des discriminations de genre, de race, de souche. Et que, par
conséquent, il n'est pas si surprenant que, à l'extrême droite aussi, on ait une certaine nostalgie de ce modèle-là. Bien. Mais bon, ce qui va se passer, c'est que ce modèle entre en crise, et c'est à partir de ce moment-là que ce qu'on appelle les néolibéraux, je ne vais pas développer, mais qui vont être les fourriers de ce changement de régime, vont intervenir en disant que ce modèle est en crise et qu'on ne peut pas le réparer. Ce qui m'intéresse pour la financiarisation, c'est que leur premier angle d'attaque, avant même que Thatcher et Reagan n'arrivent au pouvoir, dès les années 70, leur premier angle d'attaque, remarquablement, c'est l'entreprise. Le premier grand adversaire qui va amener à la des promoteurs de la financiarisation, ça va être la grande entreprise multinationale managériale. Des gens qu'on appelle le collectif droit et économie, Law and Economics en anglais, qui sont des gens qui officient essentiellement dans les business schools, dans les écoles de management, et qui ont été formés pour la plupart à l'école de Chicago, vont dire la raison pour laquelle nous entrons en crise économique, là, dans les années 70, c'est à cause de ce capitalisme managérial. C'est en gros à cause de ces PDG, qui, il faut le rappeler, sont des salariés, sont des PDG salariés d'entreprise, et qui, au lieu de faire ce qu'ils devraient, c'est-à-dire de maximiser les profits pour les actionnaires, ne s'occupent que de compromis social. Et pourquoi ? Pour leur propre pouvoir à eux. Parce que si à la place de faire du profit pour les actionnaires, ils s'occupent de paix sociale avec les salariés, mais aussi d'arrangements avec l'État pour avoir une situation plus monopolistique, etc., ça ne fait qu'augmenter leur propre pouvoir. Donc, il faut leur arracher ce pouvoir qui est non seulement abusif, disent ces premiers promoteurs de la financiarisation, qui est non seulement abusif, mais qui en plus est la cause de la soudaine perte de productivité de l'économie occidentale. Alors comment est-ce qu'on va leur arracher le pouvoir ? On va leur arracher le pouvoir en créant un nouveau type de concurrence. Non plus la concurrence à l'ancienne, non plus la concurrence libérale, qui est une concurrence des producteurs pour les consommateurs, qui est une concurrence des entreprises pour les clients. Mais là, on va créer ce que les gens de Law Economics appellent un market for corporate control, c'est-à-dire une concurrence des managers pour les investisseurs. C'est-à-dire qu'il faut que les actionnaires, mais aussi plus généralement les investisseurs, puissent choisir les PDG, puissent choisir les équipes managériales en fonction de leur performance pour les actionnaires. Or, comment est-ce qu'on va faire ça ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça ? Pour ça, il faut que les capitaux puissent bouger. Il faut que le capital financier puisse se déplacer où il veut pour que les investisseurs puissent faire des raids sur les entreprises qui ne font pas assez de profit pour les actionnaires, pour qu'elles puissent au contraire se déplacer vers les entreprises qui en font. Et donc pour ça, il s'agit de libéraliser les marchés financiers. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire laisser les capitaux traverser les frontières, mais aussi laisser les capitaux traverser les frontières entre les types d'institutions financières, mais aussi laisser les capitaux proliférer en libéralisant l'ingénierie financière et la constitution de produits dérivés. Bref, il s'agit de faire en sorte, et en plus de légaliser toutes les formes de prise de contrôle plus ou moins hostiles des entreprises. Il s'agit de faire en sorte de mettre les managers en tension pour qu'ils comprennent que leur seule responsabilité, c'est la rentabilité financière de leur entreprise. Alors, on le fait par le bâton, dérégulation des marchés, on le fait aussi par la carotte. Une bonne manière de convaincre les PDG et autres managers que leur mission, c'est de maximiser la valeur actionnariale de leur entreprise, la valeur pour les actionnaires, c'est de faire d'eux des actionnaires.
Les stock options, ça sert à ça. Dès lors que l'on est payé en fonction de l'évolution financière de l'entreprise, on est beaucoup plus sensible aux demandes des actionnaires. Et donc la réforme des entreprises, elle va se jouer là, mais ça va avoir une conséquence tout à fait extraordinaire, à mon avis tout à fait profonde, d'un espèce de changement de personnalité des entreprises. C'est-à-dire que jusque-là, comme on disait tout à l'heure, l'entreprise, son objectif principal, c'était d'augmenter sa production et d'augmenter ses revenus commerciaux pour pouvoir s'agrandir et encore augmenter sa production. Là, l'objectif est différent. Créer de la valeur actionnariale, ça veut essentiellement dire devenir attractive pour les investisseurs. Et comment se mesure l'attractivité pour les investisseurs? Ça ne se mesure pas au profit, ça ne se mesure pas au revenu, ça se mesure à la valeur de l'action. Ce qui veut dire que l'objectif et la boussole du manager, ce n'est plus le profit, au sens commercial du terme, c'est-à-dire la différence entre les revenus et les coûts, mais c'est le crédit, c'est-à-dire le crédit qui s'inscrit, qui s'exprime par la valeur que la communauté des investisseurs, c'est-à-dire le marché des actions, va accorder à l'action. Et ça implique donc un changement de métier pour le PDG, pour le manager. Il est là pour faire augmenter le crédit de son entreprise, la valeur de son action, non plus pour agrandir ses capacités de production. C'est un changement de métier, c'est un changement de priorité. Ce qui veut dire que d'une certaine façon, l'entreprise ne vaut plus par ses profits, elle vaut par son crédit. Elle vaut par l'image que s'en font la communauté des investisseurs et qui s'exprime par la valeur de l'action. Ça implique des changements de stratégie. Ça explique pourquoi, quand les grandes entreprises font des bénéfices, leur première réaction, ce n'est pas évidemment d'augmenter les salaires, ce n'est pas de réinvestir, ce n'est même pas nécessairement de distribuer des dividendes, c'est de racheter leurs propres actions. Ce qui est évidemment absurde du point de vue commercial ou industriel, mais ce qui est parfaitement sensé dès lors que le seul objectif, c'est de faire monter le prix de l'action. Donc, changement de personnalité, de stratégie des entreprises, qui deviennent donc des investis, qui deviennent des projets en quête d'investissement. Ça va ensuite s'étendre du côté des États. Parce que dès lors que la poursuite de la valeur actionnariale devient la stratégie des entreprises, les États qui veulent soutenir leurs entreprises nationales vont faire en sorte d'offrir aux investisseurs un territoire aussi attractif que possible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire offrir aux investisseurs un territoire attractif? C'est assez simple. Les investisseurs sont des gens simples qui ont des goûts stables et constants. Il y a 3 choses qu'ils aiment dans la vie. C'est des coûts du travail bas, un système d'impôt favorable aux affaires et au climat des affaires, donc essentiellement une baisse de l'impôt sur le capital, et troisièmement, des droits de propriété, en particulier des droits de propriété intellectuelle particulièrement bien garantis. On donne ça aux investisseurs, ils viennent. Et donc effectivement, commence alors une compétition, dès lors que les entreprises veulent essentiellement attirer les investisseurs, et dès lors que les pays veulent le bien de leurs entreprises, et donc veulent attirer des investisseurs sur leur territoire, il va y avoir une compétition entre les États pour être le plus attractif possible. Le problème, c'est que ça a un coût. Je veux dire, ça a un coût au sens où, si on rend le marché du travail plus flexible, si on baisse les impôts, en particulier pour les riches, les entreprises et sur le capital, si on donne des droits de propriété intellectuelle plus forts, tout ça, ça finit par se traduire par des rentrées fiscales de plus en plus faibles, évidemment. Et ça, c'est un problème parce qu'on est toujours dans des états de démocratie représentative, ce qui veut dire que les électeurs peuvent ne pas être contents et ne pas réélire les gens qui auront mené cette politique. Donc, comment faire pour ne pas sacrifier les électeurs à l'attractivité du pays auprès des investisseurs? Eh bien, on va compenser ce que l'on ne peut plus récolter par l'impôt en empruntant. En empruntant où? Sur ces mêmes marchés financiers. Et c'est le passage de ce que le sociologue allemand Wolfgang Streeck appelle le passage de l'état fiscal à l'état de dette, c'est-à-dire
l'idée de financer l'essentiel des fonctions de l'État social, de l'État-providence, par la dette de marché. Alors ça, c'est très bien, et les prêteurs sont très contents de prêter, après tout, c'est ça leur métier, mais évidemment, ils ne le font pas sans conditions. Et les conditions, c'est toujours les mêmes, c'est un marché du travail encore plus flexible, un système de taxation encore plus favorable aux affaires, des droits de propriété intellectuelle encore mieux protégés. Ce qui veut dire que rapidement, ce système s'essouffle d'une certaine façon, puisque si on donne ça aux investisseurs, même en empruntant, on ne parvient plus à compenser ce qu'on ne peut plus offrir à ses concitoyens. Et si on continue à essayer d'offrir ce qu'on offrait avant à ses concitoyens, alors du coup, les prêteurs ne veulent plus tellement prêter, parce que ça veut dire qu'on est dans un tel état de déficit que le taux d'intérêt sur les bons et obligations du Trésor commence à augmenter et on ne peut plus emprunter sur les marchés. Mais ça veut dire dans un premier temps que pour les États aussi, l'objectif et la boussole principale, ce n'est plus comme à l'époque fordiste la croissance, mais c'est la valeur de la dette publique sur le marché obligataire. Donc les États comme les entreprises ne s'occupent plus de maximiser leurs revenus, mais s'occupent essentiellement d'optimiser leur crédit auprès des marchés. Donc le même changement de personnalité intervient chez les États et chez les entreprises. Mais comme je disais, il y a un moment où ça coince, parce que si on emprunte trop, du coup, la dette n'est plus attractive. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas se mettre à réaugmenter les salaires, parce que sinon, les investisseurs ne viendront plus dans les entreprises nationales. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est le troisième temps de cette financiarisation. On va faire en sorte de convaincre ses concitoyens, les États vont faire en sorte de convaincre leurs concitoyens de faire la même chose qu'eux, c'est-à-dire d'emprunter pour leur compte. Et donc le troisième moment de la financiarisation, c'est le développement, cette fois-ci, de l'emprunt privé, de la dette privée. Et là, on entre dans cette espèce de troisième phase de la constitution de l'investi, cette fois-ci au niveau individuel, dans la mesure où, d'un côté, en tout cas dans certains pays, on va avoir un grand développement de l'accès et de l'accessibilité au crédit privé. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que dans une situation où, du fait des critères d'attractivité, on n'offre plus de carrière, on n'offre plus beaucoup d'emplois stables, on n'offre plus une progression des revenus, on n'offre plus non plus de transferts sociaux particulièrement importants, la seule manière pour les gens de maintenir leur train de vie plus ou moins, c'est d'emprunter à leur tour et pour leur compte. Seulement quand on emprunte, surtout quand on n'a pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de capital comme garantie, qu'est-ce qu'on peut mettre comme garantie? Ce qu'on peut mettre comme garantie, si on emprunte pour acheter une maison, c'est la valeur que l'on pense que cette maison aura sur le marché immobilier. Quand on emprunte pour étudier, c'est la valeur que l'on estime que le diplôme aura une fois qu'il sera obtenu. Ce qui veut dire que du point de vue de l'emprunt déjà, et puis en plus, qu'est-ce qui fait qu'on peut emprunter? C'est le fait, dans tous les pays qui utilisent ce qu'on appelle le credit score, donc le rating de la vertu d'emprunteur d'un emprunteur, c'est le fait qu'on a remboursé ses emprunts précédents et qu'on se conduit de façon à la manière d'un emprunteur respectable qui met toujours en avant le remboursement de sa dette avant toute autre dépense. Ce qui veut dire que, du point de vue de l'emprunt déjà, les individus, essentiellement, vivent moins de la progression de leurs revenus salariaux, directs et indirects, c'est-à-dire des transferts sociaux, mais vivent de plus en plus de la valeur de leur capital, c'est-à-dire de la valeur du capital qu'ils peuvent mettre en garantie pour emprunter, c'est-à-dire leur maison, c'est-à-dire leurs compétences, c'est-à-dire éventuellement leur épargne s'ils en ont, c'est-à-dire éventuellement leurs relations s'ils en ont aussi, leur carnet d'adresses, mais aussi éventuellement un oncle, un père ou une famille qui peut soutenir, mais aussi, s'ils n'ont rien de tout ça, leur disponibilité
et leur flexibilité absolue. Le fait de travailler 15 heures ou 18 heures par jour sans demander, sans avoir la moindre garantie sociale de l'emploi, ça rend valable. Je veux dire, ça donne du crédit, d'une certaine façon. Les travailleurs pauvres sont un petit peu comme les obligations. C'est-à-dire que leur valeur nominale augmente en proportion inverse de leur taux d'intérêt. Pour les travailleurs, ça veut dire qu'ils sont d'autant plus valeureux qu'ils demandent moins de revenus, qu'ils demandent moins de salaire. Bref, d'une manière générale, les gens se constituent comme des espèces de portefeuilles d'actifs. Et essentiellement, ce qui leur permet de survivre, c'est le crédit qu'ils parviennent à obtenir pour le portefeuille d'actifs qui les constitue. Les choses s'aggravent encore dès lors qu'apparaît ce qu'on appelle le capitalisme de plateforme et ce processus qu'on appelle l'ubérisation. L'ubérisation, c'est-à-dire qu'à mesure que le travail devient de plus en plus précaire, il y a une certaine tendance qui est rendue possible par le développement des plateformes de sortir carrément de la condition salariale, de sortir carrément de la condition d'emploi, fût-il précaire, pour se constituer en quoi ? Pour se constituer en pourvoyeur de services, en vendeur de tâches à l'unité, qui sur les plateformes ou chez Uber, ou quand il a une chambre dans son appartement sur Airbnb, etc., en gros, on se constitue en pourvoyeur indépendant de tâches. C'est le développement en France du statut d'auto-entrepreneur. Ce sont les independent contractors aux États-Unis. C'est en général ce qu'on appelle aux États-Unis, dont le nombre augmente, ce qu'on appelle les contingent workers, des travailleurs contingents qui n'ont donc pas d'emploi fixe, etc. Or, ces gens-là, on a beau les présenter comme étant des espèces d'entrepreneurs d'eux-mêmes, auto-entrepreneurs, en réalité, ils vivent beaucoup moins comme les entrepreneurs schumpeteriens de jadis. Ils vivent beaucoup moins du produit de leur esprit d'entreprise et de leur travail qu'ils ne vivent de leur réputation. Parce que dès lors qu'on opère sur une plateforme en essayant d'y vendre des tâches, ce qui va faire qu'on va réussir à survivre, c'est le fait qu'on parvient à se faire un réseau de clients, de sponsors, d'amis qui vont attester du fait qu'on est vraiment très bien, très capable de monter des meubles Ikea dans les familles trop maladroites pour le faire, qu'on est un chauffeur Uber, non seulement avec une belle voiture, mais avenant et sympathique et qui connaît les bons chemins, même si le chemin est habituellement marqué dans l'application, etc., etc. Ce qui veut dire que pour les gens aussi, tant au niveau de l'emprunt qu'au niveau du travail, ce qui compte essentiellement, c'est le crédit que l'on parvient à amasser. Donc voilà, il me reste combien de temps là ? Oh, très bien. Donc, il me semble que cette même mutation anthropologique, pour le dire avec des grands mots, a lieu au niveau des entreprises, au niveau des États et au niveau des individus. La quête du crédit, de l'accréditation, de ce que certains appellent le capital réputationnel, devient l'enjeu principal dès lors que l'on ne peut plus compter sur une progression régulière des revenus du travail. Donc en gros, la survie, la prospérité se déplace du revenu vers le capital, c'est-à-dire le crédit qui est accordé au portefeuille d'actifs qui nous constitue. Nous sommes au fond des capitaux humains. Ce n'est pas que nous avons un capital humain. Nous sommes des capitaux humains qui essayons de nous apprécier, de nous faire apprécier et de nous apprécier par le fait qu'on se fait apprécier. Ce n'est pas la même subjectivité que la subjectivité utilitariste du commerçant qui possède un certain nombre de choses qu'on ne peut pas lui prendre parce que c'est sa propriété privée et qui essaye de le vendre au meilleur prix en achetant d'autres marchandises au meilleur coût. On n'est pas dans le même monde. Alors, encore une fois, ce qui est ma réserve par rapport aux critiques de gauche habituelles, c'est que leur horizon, c'est de revenir au monde d'avant. De revenir à un monde capitaliste qu'on n'aimait pas
mais dont au moins on comprenait bien les enjeux. Et que donc, avant d'abolir le salariat, ce qui devrait être l'objectif de tout marxiste, il s'agit de le reconstituer. Puisque maintenant, c'est le capitalisme qui essaye d'abolir le salariat, donc le but pour la gauche, c'est de rétablir le salariat pour pouvoir lutter contre l'exploitation salariale. Peut-être peut-on imaginer plutôt des luttes qui seraient immanentes au nouveau régime, c'est-à-dire des luttes pour l'accréditation. Alors là, je vais aller très vite parce que j'ai plus beaucoup de temps, mais trois exemples, enfin trois pistes, trois axes, liés précisément à mes trois grandes catégories d'investis potentiels, que sont les entreprises, les États et les personnes. Du côté des entreprises d'abord, dès lors que les entreprises se financiarisent au sens où je les définis, c'est-à-dire dès lors que leur objectif c'est de faire monter sans cesse le prix de l'action, ça signifie que le partage social, le conflit social au sein de l'entreprise se modifie un peu. Dans l'entreprise fordiste, le conflit social, c'était entre travailleurs et capitalistes. Bien. Avec les managers entre les deux et devant faire le compromis. Dans l'entreprise financiarisée, les deux classes qui me semblent pertinentes, et d'ailleurs c'est ce que disent tous les livres de management que l'on peut consulter, les deux classes pertinentes, c'est plus exactement les mêmes. C'est d'un côté ce qu'on appelle les shareholders, les actionnaires, et de l'autre ce qu'on appelle les stakeholders, en français les parties prenantes, qui sont certes les travailleurs, mais aussi les consommateurs, mais aussi les gens dont l'environnement est impacté par l'activité de l'entreprise, mais aussi les contribuables qui payent au fond les infrastructures sur lesquelles l'entreprise opère, etc., etc. Et donc on peut se dire, d'une part, que dès lors que l'objectif unique de l'entreprise est d'augmenter la valeur pour les actionnaires, ça ne peut se faire qu'aux dépens des parties prenantes. Ce qui signifie qu'une nouvelle conscience de classe, si je puis dire, est à constituer, qui ne serait plus une conscience de classe des travailleurs, mais une conscience de classe des parties prenantes. De faire comprendre, de comprendre et de faire comprendre que les ravages de la gouvernance actionnariale sur l'environnement, sur la santé des consommateurs, sur les conditions de travail, sur l'éthique financière, sur les finances publiques, tout ça a une certaine cohérence. Et que par conséquent, il y a une espèce de conscience de partie prenante à constituer. Mais bon, autour de quoi va-t-elle se constituer ? C'est là où les choses deviennent plus intéressantes. Elle peut se constituer parce que la gouvernance entrepreneuriale telle qu'elle se pratique, le discours des managers, dont j'ai dit que leur seul objectif, c'était d'augmenter la valeur de l'entreprise pour les actionnaires. En même temps, le discours managérial, ce n'est pas de dire « et les parties prenantes, on s'en fout ». Loin de là. Le discours managérial dit au contraire « non, pas du tout. Bien sûr, notre responsabilité principale est une responsabilité vis-à-vis des actionnaires et nous devons faire augmenter la valeur de l'action. Mais ce n'est pas du tout pour ça que nous nous désintéressons des parties prenantes. Au contraire, rien ne nous est plus cher que la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise. Pourquoi ? D'abord parce que c'est pas parce qu'on est manager qu'on n'est pas des êtres humains avec un bon cœur et qu'on n'est pas des bons citoyens, mais plus profondément, il ne s'agit pas que de ça. La responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, c'est une partie essentielle de son crédit. C'est une partie essentielle de son capital réputationnel. Par conséquent, bien nous occuper de nos parties prenantes, c'est pas seulement parce qu'on est sympa qu'on le fait, mais aussi parce que c'est essentiel dans notre objectif principal, qui est de faire monter la valeur de l'action, puisque la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est une facette de cette valeur actionnariale. Alors évidemment, le subterfuge de l'affaire, c'est que qui va être habilité à juger de la responsabilité
sociale de l'entreprise, ça ne va pas être l'État, puisque cette responsabilité sociale, ce sont les managers qui s'en occupent. Ça ne va pas être les parties prenantes elles-mêmes, qui ont de moins en moins voix au chapitre. En réalité, ceux qui vont juger de la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est les investisseurs eux-mêmes. C'est-à-dire que les managers peuvent dire que tant que mon action ne pique pas du nez, parce que j'aurais fait des choses socialement irresponsables, je peux me dire socialement responsable. Donc de là, on pourrait dire, vous voyez bien, donc la responsabilité sociale, c'est du pipeau. Oui et non. C'est du pipeau, ça peut l'être, sauf si on s'en empare. Sauf si effectivement, on prend au mot les managers, et d'ailleurs ils n'ont pas tort, sur le fait que cette responsabilité sociale est un élément de la valorisation de l'entreprise. Sauf qu'il s'agit de s'emparer du système de notation de cette responsabilité sociale. Il s'agit de ne pas la laisser aux managers eux-mêmes et aux managers ou à l'assentiment des investisseurs. Il s'agit précisément de constituer cette espèce de conscience de classe des parties prenantes dans une espèce de consortium d'expertise sociale, environnementale, sanitaire, financière, pour essayer de véritablement noter la responsabilité ou l'irresponsabilité sociale de l'entreprise. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, du point de vue du côté des entreprises, on se trouve dans un nouveau cas de figure où le militantisme doit à nouveau s'inspirer de son adversaire, mais de son nouvel adversaire. Je veux dire, le mouvement syndical, il s'est constitué comment? Au XIXe siècle. Il se constitue en tant qu'association de vendeurs de force de travail qui viennent sur le marché du travail ensemble, parce qu'en négociant collectivement, ils seront capables de faire monter le prix de la seule marchandise qu'ils possèdent, leur force de travail, et ses conditions de vente, c'est-à-dire les conditions de travail. Donc quel est le modèle du syndicat? C'est le cartel patronal. C'est-à-dire que les syndicats s'inspirent de ces ententes, de ces cartels patronaux, qui aussi se mettent ensemble pour augmenter la valeur de la marchandise qu'ils produisent. Les syndicats prennent exemple là-dessus. Aujourd'hui, et donc ça c'est dans le combat pour la répartition des revenus, aujourd'hui dans le combat pour l'attribution du crédit, il me semble que l'institution dont il faut s'inspirer, ce n'est plus le cartel patronal, mais c'est l'agence de notation. Les agences de notation sont elles qui donnent, qui notent, qui donnent les valeurs. Il s'agit donc de se constituer en agence de notation alternative. Alors on me dit, il en existe déjà, Nicole Nota, et tout ça. Oui, sauf que ces agences-là ne sont pas si alternatives que ça, puisqu'elles sont d'abord financées par les entreprises qu'elles ont pour fonction de noter, et que leur seul véritable objectif, c'est de donner à peu de frais, bonne conscience, aux investisseurs qui veulent investir dans le social et l'environnemental. Tout autre serait une agence de notation constituée par, je ne sais pas moi, Greenpeace, la CGT, enfin, constituée par des syndicats, des associations écologistes, des associations de consommateurs, dont l'objectif est véritablement de pousser la responsabilité sociale et environnementale. Et pourquoi est-ce que c'est si important? C'est si important, à mon avis, parce que quel est au fond l'ultime ressort du pouvoir des investisseurs? Parce qu'on peut se dire, c'est vrai que les entreprises dépendent des investisseurs. Mais en même temps, elles dépendent aussi des travailleurs et des clients. On peut se dire, c'est vrai que les États, depuis qu'ils sont cédés à l'idée de la dette, dépendent des détenteurs d'obligations d'État. Oui, mais enfin, ils dépendent aussi des électeurs qui doivent les réélire. Donc, comment se fait-il qu'alors qu'il y a pourtant des publics différents qui ont chacun leur poids et dont dépend la reconduction et d'une équipe managériale et d'un gouvernement, comment se fait-il que les chefs d'entreprise et les gouvernements cèdent toujours aux financeurs et pas aux autres? Il me semble que le fond du problème, c'est le temps. Les électeurs, ils votent une fois tous les 4 ou 5 ans. Les travailleurs, ils peuvent se mettre en grève de temps en temps. Les investisseurs, ils notent en continu.
toutes les nanosecondes, tout le temps. Et du coup, il y a une espèce d'effet de préemption du pouvoir des investisseurs sur les autres acteurs. Ce qui veut dire que le véritable enjeu d'un espèce d'activisme, de militantisme des parties prenantes, c'est d'entrer dans le temps des investisseurs, c'est-à-dire d'inventer une forme de militantisme continu. Alors ça, c'est au niveau des entreprises. Maintenant, j'ai encore une minute. Sur une minute, je passe aux deux autres. Au niveau des États, il me semble qu'il y a quelque chose de très intéressant aussi, qui est, par exemple, aux États-Unis, a commencé à se développer, où évidemment le problème de la dette étudiante est un problème particulièrement explosif. Eh bien, des collectifs d'étudiants endettés se sont constitués, c'est le mouvement Strike Debt notamment, qui font de la menace de leurs défauts un levier au niveau des marchés financiers. C'est-à-dire, et au niveau de l'État évidemment, c'est l'idée de menacer de défaut, c'est-à-dire de menacer la valeur des portefeuilles des investisseurs. Ce sont des manières d'agir, ce sont des manières de se constituer dans cette lutte du crédit, cette fois-ci au niveau de la politique gouvernementale. Un troisième élément qui me semble important, et là je m'excuse, je vais vraiment très vite, mais on peut continuer dans les questions. Un troisième élément qui me semble important, même si apparemment il a l'air un petit peu différent et un peu plus éloigné, mais cette fois-ci au niveau des individus, mais qui me semble particulièrement intéressant, c'est dans la lutte contre l'ubérisation du travail. Donc, ce troisième moment de la constitution de l'investi, c'est cette fois-ci le travailleur précaire en investi. Les ubérisés, si je puis dire, commencent à se mobiliser, et leur mobilisation est à double tenant. Premier tenant, les chauffeurs Uber, les coursiers Deliveroo et quelques autres encore ont intenté des actions en justice pour que leur travail soit reconnu comme du salariat déguisé. Donc on pourrait se dire, l'essentiel de leur militantisme, c'est un espèce de retour en arrière, c'est-à-dire vouloir réintégrer la condition salariale dont le capitalisme de plateforme essaye de se débarrasser. Oui, mais en même temps, et là je cite l'entretien qu'avait donné à cet égard un des militants, Jérôme Pimaud, qui est un des premiers militants de Coursier, il disait, on fait ces actions en justice, on espère les gagner, mais en même temps, si on les gagne, c'est un peu une victoire à la Pyrrhus. Parce que toutes ces plateformes de type Deliveroo, Uber et tout ça, si ils sont obligés de transformer le travail auto-entrepreneurial en travail salarié, vu leur modèle économique, ils s'effondrent tout de suite, ils sont en faillite. Donc d'une certaine façon, on aura gagné une victoire à la Pyrrhus, puisqu'on les aura forcés de nous salarier, mais du coup, ils vont mettre la clé sous la porte et on aura perdu notre boulot. Donc on pourrait se dire, c'est peut-être pas une si bonne idée. Ils disent, non, mais en fait, c'est pas grave. C'est pas grave parce que s'ils s'effondrent, ou en tout cas s'ils deviennent moins compétitifs parce qu'ils sont forcés de salarier les gens, ça veut dire qu'il y a possibilité de les concurrencer. Parce qu'au fond, créer un collectif de coursiers, créer même une coopérative de type Uber, c'est pas si difficile et c'est même pas si cher. On n'est plus dans la situation de l'autogestion des années 70, Lib par exemple, où il fallait quand même une masse considérable de capital de base pour pouvoir se lancer dans la production industrielle. Les services de plateforme, la mise de départ, elle n'est pas énorme. Ce qui veut dire que le véritable objectif de ce militantisme, ce n'est pas la réintégration du salariat, mais le développement de coopératives. Il y a d'ailleurs ce nouveau collectif qui s'appelle Coopcycle, qui est à Paris et qui est en train de développer précisément non seulement une coopérative, mais surtout un logiciel, une application qui pourra être reprise par
l'ensemble des coopératives de ce type. Or, comment est-ce qu'une coopérative va fonctionner? Une coopérative va fonctionner précisément au crédit. Non pas au crédit capital-risque comme Uber ou comme Deliveroo, mais au crédit que pourront leur donner d'autres coopératives. La constitution d'un écosystème qui va faire que ce mouvement coopératif et intercoopératif va pouvoir s'accréditer mutuellement. Et ça permet aussi un nouvel agenda politique. Si on parvient effectivement à faire pression sur les pouvoirs publics, les pouvoirs publics sont assez ambivalents par rapport aux plateformes prédatrices de type Uber. D'un côté, elles aiment l'idée du travail que ça apporte et de l'activité économique que ça apporte, mais d'autre part, elles n'aiment ni le fait que ce sont des fraudeurs fiscaux, ni le fait que, par exemple, pour Airbnb, ça a des effets catastrophiques sur le prix de l'immobilier, etc., etc. Donc, ils sont assez ambivalents. Pas assez ambivalents pour mettre ces plateformes à la porte, mais pourraient être tentés de modifier la régulation de telle manière à ce qu'un modèle coopératif puisse non pas supplanter ces plateformes, mais les concurrencer. Ce qui veut dire que cette politique d'accréditation, elle se cherche à la fois entre coopératives, avec des réseaux d'amis et de clients, mais aussi éventuellement au travers d'un agenda politique avec des pouvoirs publics. Bref, il me semble que là se constitue une constellation de mouvements possibles ou déjà en marche actuelle, pas dire en marche comme il ne faut pas dire en même temps, mais lancés, et qui sont des mouvements d'investis. Non pas des mouvements d'investis qui veulent redevenir des employés, mais des mouvements d'investis qui prennent le combat pour le crédit à bras-le-corps, histoire de changer les conditions d'accréditation et histoire du coup de changer les flux de crédit moral autant que financier, la manière dont ils se distribuent. Parce que la question, encore une fois, en dernière instance, c'est pas que le crédit c'est mal, la question du crédit c'est qui a du crédit et pourquoi. Merci. Merci. Alors, comme promis, c'est maintenant le temps des questions, commentaires, etc. Donc, levez la main et je passerai donc vous donner le micro. Donc, je ne sais pas s'il y a un ou une volontaire qui veut se lancer. Oui. Ce sont les luttes sociales qui m'intéressent et il y en a beaucoup en France actuellement. En quoi ces luttes sociales vous paraissent-elles pouvoir arriver à un but positif ou non? Vous pouvez nous éclairer un petit peu sur le combat qui se mène de ces luttes sociales en France? J'ai pas plus de lumière que vous, d'autant que, comme vous savez, avec les luttes sociales, on peut jamais savoir. Je veux dire, ça, c'est ni une affaire de nombre, ni même forcément une affaire de résonance. C'est habituellement une affaire d'emballement qui se fait ou qui ne se fait pas. Et si l'emballement ne se fait pas, du coup, ça finit par se tasser parce que y a des conflits de stratégie, etc., etc. Alors, il y a habituellement, encore une fois, c'est une question de temps, il y a des luttes qui habituellement sont plus tenaces que d'autres et qui sont habituellement les luttes d'étudiants. Pour des raisons assez simples, c'est que les étudiants peuvent se permettre de tenir plus longtemps le mouvement que les autres. Donc si effectivement, tant qu'il y a ça, avec les occupations de fac, etc., il y a une chance effectivement de quelque chose qui prendrait. Bon, c'est possible, j'espère, mais je ne sais pas. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète un petit peu plus là-dedans, en tout cas ce qui me semble jeter un peu une hypothèque sur l'ensemble de ces mouvements, c'est que leur revendication, après tout, c'est non-réforme. Avec cette idée que
dans un premier temps, le mouvement s'arrête si on leur dit « Bon, d'accord, on laisse tomber la réforme ». Alors déjà, ça arrive de moins en moins souvent, mais même quand c'est arrivé, le CPE, c'était la dernière fois en France, il n'y avait pas de deuxième coup. Parce que il n'y avait pas beaucoup de projets de transformation derrière. Et c'est ça qui m'embête. Moi, je suis assez pour. Enfin, mon truc dans la vie, c'est l'appropriation, et donc une manière à la fois plus perverse et plus humoristique de lutter. Il me semble qu'il y aurait peut-être, je pousse un peu le bouchon, enfin à dessein, qu'il y aurait peut-être des choses plus intéressantes, peut-être, comment dire, plus pleines d'espoir à tirer des luttes, si les luttes s'inscrivait de plein pied dans l'imaginaire et le projet macronien. Par exemple, pensez à Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes, on pourrait mener une rhétorique sur le fait que Macron trahit ce qui devrait être l'esprit essentiel de ce qui le passionne, c'est-à-dire une société de start-up, puisque quel meilleur exemple de petites initiatives disruptives que les initiatives qui ont été lancées à Notre-Dame-des-Landes depuis quelques années. Quel manque de modernisme que de ne pas reconnaître qu'il y a là des projets qui sont dans la rhétorique même et dans l'idéologie même Silicon Valley de la start-up disruptive, quelque chose là qui se passe et qu'on rejette au nom d'un espèce de vieil état gaulliste complètement fossilisé. On pourrait se dire aussi que qu'est-ce que c'est que ce projet universitaire qui essaye d'introduire de la sélection sans donner aucun moyen supplémentaire, alors qu'on sait bien que l'objectif que doit se donner une start-up nation ou un pays attractif pour les investisseurs, c'est l'objectif, ça doit être quoi? Ça doit être augmenter le capital humain par habitant de sa population. Parce que c'est vrai, les investisseurs, ils aiment les impôts bas, ils aiment le marché du travail flexible, ils aiment les droits de propriété forts, enfin, ils aiment aussi s'installer dans un pays où le taux de capital humain par habitant est particulièrement élevé. C'est aussi comme ça qu'on fait des idées brevetables qui pourront être couvertes par les droits de propriété intellectuelle. Donc, par conséquent, une politique universitaire qui refuse d'investir dans sa jeunesse est une espèce de manque de modernité et manque de compréhension absolue. On pourrait continuer ça, mais c'est même vrai de la SNCF, après tout. Si on regarde bien les comptes de la SNCF, c'est précisément en gardant son modèle et en investissant dans son modèle qu'on peut la rendre véritablement compétitive par rapport à ces espèces d'entreprises privées bradées qui bradent les services qu'on peut voir au Royaume-Uni et ailleurs. Bref, il me semble qu'il y aurait quelque chose à faire dans l'espèce de reprise, d'appropriation ironique et de retourner le manque de modernité du gouvernement qui créerait une dynamique autre qu'une dynamique qui est quand même la dynamique essentielle et qui est à mon avis la matrice de toutes les défaites de la gauche depuis 30 ans et qui est ça va déjà mal, on ne va pas nous retirer ça encore en plus. Ce qui évidemment permet aux réformateurs de dire regardez, la gauche, c'est que des conservateurs. Tout ce qu'ils veulent, c'est garder les choses comme c'était et revenir en arrière. Et il me semble que inverser ce discours-là est essentiel pour deux raisons. Une raison mineure, mais stratégique essentielle, qui est de reprendre la main, qui est de se remettre dans une dynamique plutôt que dans une position défensive qui ne mène qu'à la mélancolie, mais aussi parce que je crois vraiment que c'est en s'appropriant le discours de l'adversaire que l'on invente des nouveaux trucs. C'est l'appropriation de la condition libérale
du travailleur libre qui a permis de penser les utopies socialistes et communistes. Donc c'est toujours en se nourrissant de l'adversaire pour lui faire une prise de judo que l'on invente des trucs. Non seulement que l'on invente des trucs tactiques, pragmatiques, qui marchent mieux, qui sont rigolos, mais que l'on invente même pour soi. Parce qu'après tout, il y a derrière la défense des droits acquis, il y a quand même une autre ombre qui plane sur la gauche, c'est que depuis que tout le monde s'accorde sur l'idée que le socialisme d'État, ce n'était pas une bonne idée, les projets d'organisation alternatifs n'ont pas véritablement foisonné. Et par conséquent, il me semble que c'est toujours dans un rapport stratégique, dynamique, qui vole les armes de l'adversaire, que non seulement on se défend mieux, mais qu'on invente des trucs auxquels on n'avait pas pensé avant. Donc voilà. Je ne sais pas si ça répond. Dans quelle mesure cet aspect temporel, d'un côté les marchés financiers qui, à la milliseconde, reflètent une réalité des investisseurs, dans quelle mesure il y a une obligation d'autorité pour commencer à pricer les impacts sur les stakeholders qui aujourd'hui n'ont pas de prix, et que du coup ça pourrait faire le contrepoids en termes d'équivalent temporel, marché financier qui se price à la milliseconde d'un côté, et de l'autre côté aussi un pricing qui se fait à la continue de l'impact social, du pricing du socialement durable, quoi. Voilà. Oui, c'est très exactement ça que je voulais dire avec mes agences de notation alternative. C'est précisément de ça qu'il s'agit de faire. Et j'ajouterais même que l'essentiel, c'est bien d'adresser ce pricing aux investisseurs eux-mêmes. Parce que, à mon avis, la faiblesse historique des actions de type boycott, par exemple, c'est que ça s'adressait toujours au public. Ça s'adressait essentiellement aux consommateurs. On disait, regardez, cette entreprise, elle est irresponsable, vous ne pouvez pas continuer à acheter ses produits. Et ça, on sait que c'est très difficile. Ça peut marcher un petit temps, et encore pas souvent, mais ça ne tient pas. Alors que les investisseurs sont des gens structurellement nerveux. Ce qui veut dire qu'il me semble plus efficace de dire aux investisseurs, regardez, le public, il ne va plus acheter vos trucs, que de dire au public, allez, commencez par pas acheter les trucs, et comme ça, on se retournera vers les investisseurs après. Cette inversion me semble absolument essentielle stratégiquement. On l'a vu, par exemple, c'était un tout petit moment, mais c'était un moment assez extraordinaire quand même. Après l'élection de Donald Trump, au moment où il a essayé de faire passer son premier Muslim ban, comme on dit, donc bannissement de citoyens de certains pays des États-Unis, une des premières réactions a été une grève des taxis new-yorkais. Et dans pas seulement à New York, d'ailleurs, dans plusieurs aéroports, puisque les taxis étant traditionnellement essentiellement les chauffeurs de taxis sont des immigrés, c'était particulièrement touchés par la violence de cette action, et donc se sont mis en grève. Et du coup, Uber a fait une pub max en disant « les taxis sont en grève, venez chez nous, venez chez nous ». Ce qui a révolté totalement les gens, qui ont fait cette chose amusante, qui était de publier sur les réseaux sociaux le fait qu'ils allaient supprimer leur abonnement Uber. Je ne crois pas que beaucoup l'aient effectivement supprimé. Il y a eu quelques milliers de suppressions, mais pas beaucoup plus que ça. Mais c'est pas grave. Il a suffi de menacer de le faire pour que l'action d'Uber tombe en flèche. Ce qui veut dire que ça se joue là. Il s'agit d'apprendre à spéculer. Il s'agit d'apprendre à spéculer. Il s'agit d'apprendre à spéculer sur les spéculations des autres. Ce qui est d'ailleurs l'art du spéculateur d'une manière générale. Encore une fois, il s'agit d'apprendre de l'adversaire. Après tout, je reviens à mon analogie,
Les syndicats, qu'est-ce qu'ils ont appris? Ils ont appris à négocier. Parce que le prix du travail, ça se constitue par négociation. Et donc, au lieu de négocier individuellement ce que voulaient les employeurs, ils ont appris à négocier collectivement, donc à approprier l'art de la négociation pour leurs propres intérêts. Or, sur les marchés financiers, les prix ne se forment pas par négociation, pas par négociation qu'on forme le prix d'une action ou d'une obligation, ils se forment par spéculation. Ce que Keynes avait très bien montré. Le prix d'un titre, c'est l'état des spéculations des investisseurs sur les spéculations des investisseurs, sur les spéculations des investisseurs sur ce titre. D'accord ? Donc, c'est comme ça que se forment les prix. Ce qui veut dire que jouer sur la valeur, comme vous dites, sur le pricing de l'impact social et toute autre chose, c'est précisément intervenir à ce niveau-là. Intervenir en spéculant, en invitant les investisseurs à spéculer autrement. L'autre grande réussite à cet égard, c'est le mouvement Defund de Dakota Pipeline Access, qui est aussi autant le reste du mouvement a été détruit, cette partie-là du mouvement est un immense succès. Ils ont réussi à convaincre le fonds souverain norvégien de retirer ses fonds. Toute une série de grands fonds qui étaient impliqués dans le truc se sont retirés, non pas du tout par leur bon cœur, parce qu'ils ont compris que c'était pas bien de s'en prendre aux terres sacrées des Sioux et de saccager l'environnement, ça c'est leur truc même, mais parce que on a réussi à leur faire miroiter l'idée que c'était un projet qui avait mauvaise réputation, que ça allait se refléter sur leur image, etc., etc. Et les militants ont fait même mieux que ça. Ils sont allés voir, sont allés faire des recherches sur les institutions financières et autres qui finançaient leur propre mairie ou leur propre gouvernorat, et on fait pression sur les maires et sur les gouverneurs en disant, regardez, vous êtes financés par ces gens qui financent aussi le Dakota Access, si vous voulez qu'on vous réélise, il faut retirer là-dessus. Et les effets en chaîne, même quand ils n'ont pas encore eu lieu, ont déjà cet effet spéculatif qui fonctionne. Donc je crois qu'effectivement, c'est l'art de la guerre, il est là. Apprendre à spéculer. Une autre spéculation est possible. À quoi pourrait ressembler, vous parliez de temporalité et que... Je parle pardon. Vous parliez de temporalité de la financiarisation, oui. Et que par effet ricochet, pour arriver à lutter contre celle-ci, ou la contenir, la cadrer, ou que sais-je, il faudrait adapter la temporalité des mouvements. Anciennement les syndicats et maintenant d'autres formes de mouvements. À quoi pourrait ressembler cette temporalité de réaction? Comment est-ce qu'on garantit tous les nanosecondes d'avoir une adaptation d'un mouvement contra? Je ne suis pas sûr qu'on garantit justement. Enfin, c'est-à-dire on peut obtenir de temps en temps des garanties quand on a gagné la lutte spéculative, quand on est en train de gagner la lutte spéculative. C'est-à-dire qu'on accordera de meilleures conditions aux militants dès lors que leur action spéculative a fonctionné. Mais c'est vrai que c'est un des enjeux et un des dangers du monde dans lequel on est, mais c'est aussi un autre monde de possibilités, le fait que le monde de la spéculation, donc le monde de cette temporalité continue, il n'arrête pas. Il n'y a rien qui l'arrête. On est vraiment dans le modèle que Michel Foucault appelait le modèle de la bataille perpétuelle. Le marché ne s'arrête jamais, l'évaluation ne s'arrête jamais. On peut effectivement encore congeler dans des contrats, dans des lois, dans des arrêts, ça n'a pas cessé. Mais le fond de l'affaire, c'est qu'on est dans une espèce de combat permanent pour le crédit, pour l'accréditation et le discrédit. Mais c'est pas qu'au niveau financier. Il me semble que le modèle que constitue la lutte au niveau des marchés financiers le déborde largement.
par exemple, pour le meilleur et pour le pire. Par exemple, il me semble que 3 mouvements qui sont paradigmatiques de ces mouvements pour les changements d'accréditation, c'est aux États-Unis, Black Lives Matter, Me Too et maintenant Parkland. Parkland, donc pour les armes. Parce qu'on pourrait se dire, c'est bizarre ces mouvements quand même quand on réfléchit. On le disait déjà pour Black Lives Matter, qui est plus ancien que les autres. C'est bizarre. Ils ne demandent pas des droits nouveaux. Ils ne demandent pas une redistribution des richesses. Non. Pas directement en tout cas. L'essentiel, bien sûr, ça peut envelopper des droits. Et ça peut envelopper un nouvel ordre de la distribution. Surtout si MeToo, on commence à s'intéresser non seulement au harcèlement, mais au salaire aussi. Mais essentiellement, il s'agit d'un militantisme pour le crédit. Accréditer et discréditer certaines conduites, certaines manières de se comporter, certaines activités, etc. C'est ce jeu-là. Et c'est d'une extraordinaire efficacité. Il y a une histoire que je trouvais absolument fantastique à cet égard, toute petite histoire, mais elle a beaucoup de poids, évidemment, dans mon cas. J'ai intérêt, évidemment, à m'extasier de toutes les histoires qui donnent l'impression d'aller dans mon sens. Fox News a essayé de discréditer les étudiants, les élèves de Parkland. Et en particulier, je ne sais pas comment il faut les appeler, une propagandiste de Fox News qui s'appelle Laura Ingraham, pour discréditer les gens de Parkland. Elle s'est concentrée sur l'un d'entre eux, qui s'appelle David Hogg, qui est avec Nan Gonzalez, un des plus éloquents. Et il s'est concentré sur lui en disant regardez, ce type-là, il est dans cette espèce de militantisme parce que c'est un raté. En fait, il a été refusé à 4 collèges où il a posé sa candidature. La réponse du type a été grandiose. Il n'a pas pleurniché, il ne s'est pas plaint, il ne s'est pas indigné. Il a simplement publié la liste des entreprises qui financent le programme de Laura Ingraham sur Fox News, en leur posant la question, est-ce que vous trouvez que c'est une pratique qui mérite que vous investissiez dans ce programme? 4 d'entre eux se sont retirés dans les 2 heures qui ont suivi. Donc il me semble qu'il y a là quelque chose d'assez extraordinaire de ce côté-là qui se joue. Et d'une manière générale, enfin, MeToo aussi, c'est une manière de discréditer des conduites et on ne sait pas jusqu'où ça peut s'étendre. C'est une espèce de réaccréditation des conduites attirantes et pas attirantes. On est toujours dans cette question de l'attractivité et de la non-attractivité. Mais ça, c'est l'aspect, je dirais, solaire de l'affaire. Mais cet aspect solaire lui-même répond à un autre aspect. Parce qu'après tout, quel est le ressort de la victoire de Trump, par exemple? Il me semble que la victoire de Trump, c'est une victoire de la politique du crédit. Contrairement à ce que disent certaines bonnes âmes, les électeurs de Trump ne sont pas des braves gens en colère qui ont mal placé leur colère. Les électeurs de Trump ont répondu favorablement à ce qu'on leur offrait. Et qu'est-ce qu'on leur offrait? On leur offrait la chose suivante. Pour le traduire dans mes termes, ça se dirait comme ça. C'est vrai, votre portefeuille d'actifs n'est pas dans un état terrible. Au niveau boulot, au niveau maison, c'est pas formidable. Et en plus, ça stagne. Je vais peut-être pouvoir faire quelque chose là-dessus, mais enfin, les gens ne sont pas complètement idiots. Ils savent bien que les mines de charbon ne vont pas être relancées en Pennsylvanie. En revanche, disait Trump, je peux faire quelque chose pour vous, c'est que je peux revaloriser un certain nombre d'actifs de votre portefeuille. Par exemple, être blanc, être un mâle. Et c'est cette revalorisation d'être d'ici depuis longtemps, la souche, la couleur, le sexe, et ce qui va avec, le genre, porter des armes, etc. Et donc, manifestement, c'est une manière de dire, aujourd'hui, ce qui compte, c'est la valeur du portefeuille,
Et dans cette valeur du portefeuille, moi j'ai des trucs à vous offrir. Et donc manifestement, il me semble que c'est une réussite de cette politique du crédit. Et la raison pour laquelle la meilleure riposte à Trump jusqu'ici, c'est précisément la marche des femmes, MeToo, Parkland, etc., c'est qu'on a répondu exactement sur le même terrain. On a relevé ce défi-là. Et quand je dis crédit, ça ne veut pas dire symbolique, c'est-à-dire un truc qui serait au-dessus des vrais enjeux, parce que le crédit enveloppe les autres enjeux, mais se joue précisément au niveau de la valorisation du capital et pas au niveau ni des droits ni de la distribution des revenus. Je ne sais pas si ça répond un peu. Est-ce qu'il y a encore une ultime question avant de passer aux dédicaces ou... Non, je ne vois plus de main levée. Ok, je vous remercie. Merci d'être venu. Donc on va, comme dit, pour ceux qui le souhaitent, donc vous pouvez faire dédicacer l'ouvrage. Sinon, je fais un rapide point sur nos prochains rendez-vous. Donc nous vous donnons rendez-vous à l'Altrimenti. Alors vous pouvez déjà noter, c'est un peu loin, mais ça sera le 20 juin. On va inviter un journaliste qui s'est spécialisé sur les métaux et les terres rares, et qui sont, comme vous le savez peut-être, des éléments absolument essentiels pour la transformation énergétique, entre autres dans les énergies renouvelables, mais pas uniquement. Et donc ces métaux et ces terres rares sont évidemment relativement difficiles à extraire, dans des conditions difficiles, et sont très très recherchés. Ils sont donc un élément essentiel de la transition énergétique. Donc ça, ce sera le 20 juin. Sinon, en mai, jeudi 3 mai, excusez-moi, nous vous donnons rendez-vous avec Attac, non pas ici, mais à Neumünster, où on aura le plaisir de recevoir Éric Toussaint, le porte-parole du CADTM, qui va parler donc de son dernier ouvrage, donc le système dette. On va parler surtout de dette publique, non seulement en Europe, mais dans les autres continents, avec une perspective historique très intéressante. Sinon, le lundi 7 mai, nous vous donnons rendez-vous à la Cinémathèque, qui a réouvert ses portes, et nous nous en réjouissons, pour un film qui s'appelle The Circle of Poison, où on va parler des pesticides. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.